L'école ivoirienne est paralysée. Depuis quelques jours, les enseignants du secondaire public sont encore entrés en grève. Une situation qui met en péril l'avenir des apprenants. Depuis le jeudi, qu'on n'a pas encore fait cours. Les professeurs ont dit qu'on ne les a pas payés. Les professeurs nous ont dit qu'on ne les paye pas bien, qu'on ne les paye pas même, qu'ils ne font pas des cours. Donc ils ont fait des grèves. Ça faisait 2 semaines, 3 semaines par là. Et puis ils ont commencé encore jeudi. Donc ça fait 3 jours encore. Ces enseignants réclament le paiement intégral du salaire de mars qui a connu une ponction par le gouvernement pour fait de grève. 9 274 enseignants sont concernés par cette ponction. Aujourd'hui, la grève s'est étendue sur l'ensemble du territoire, empêchant la tenue des épreuves physiques pour les élèves en classe de 3e. Il y a des modalités à la grève. Et la grève, celle à laquelle nous avons assisté jusqu'à maintenant, c'était une grève perlée qui se faisait par échelonnement. Et naturellement, le préjudice causé aux élèves était grand. Et c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, a dit, si vous continuez de faire la grève de cette façon-là, des ponctions vont suivre. Cette grève des enseignants du secondaire a fait des blessés et causé la destruction de 3 établissements secondaires dans les villes de Biankouman, Guibérois et Bonon. Rendre l'école gratuite et obligatoire à la rentrée scolaire prochaine. Cette volonté du président de la République Alassane Ouattara, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique entend la concrétiser. C'est dans cette perspective que la ministre Kandia Camara a échangé avec l'ancien ministre français de l'Éducation. Ce grand projet que le président vient d'initier, l'école obligatoire en Côte d'Ivoire, c'est la première fois, c'est un défi énorme. Mais en même temps, nous disons que c'est quelque chose d'inévitable pour la Côte d'Ivoire qui aspire à devenir émergente, parce que c'est le passage obligé. Donner une éducation, une formation à tous les enfants de ce pays. Accompagné du principal représentant des éditeurs d'ouvrages scolaires, l'ancien ministre français de l'Éducation, Xavier Darcos, a salué la dynamique impulsée par le chef de l'État au système éducatif ivoirien. On a pratiquement en Côte d'Ivoire un taux d'alphabétisation qui est de scolarisation qui est le plus élevé d'Afrique, quasiment. Alors tout cela suppose évidemment des équipements, du renouveau de matériel. Voilà pourquoi j'ai accompagné aujourd'hui le principal représentant des éditeurs scolaires en France, parce qu'il y a des enjeux de renouvellement de livres, de copyright, d'utilisation de numérique. Et Madame la ministre nous a montré la vision qu'elle a de ces sujets et les engagements nécessaires. Cette rencontre de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et l'ancien ministre français de l'Éducation s'inscrit dans le cadre des politiques internationales des bailleurs de fonds et du contrat de désendettement et de développement CDD. Cet objet, lorsqu'on y coule du métal, permet de reproduire des modèles de bijoux à la manière artisanale. Cette étape terminée, le métal obtenu est limé pour avoir la forme parfaite. Nous sommes à l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes et IBMA, une salle de classe avec une dizaine d'élèves. Ces apprentis techniciens sont en réalité des stagiaires. Ils étudient la bijouterie. C'est le cas de Larissa, inscrite en module 1. Mon papa, il est bijoutier. Il a fait l'école de bijouterie. Ça fait maintenant plusieurs années de cela. Et quand je le vois travailler, à vrai dire, j'aime sa manière de travailler. Donc, après mon bac, j'ai décidé de faire la formation. Je compte le replacer et le dépasser même d'ailleurs. Larissa a encore 2 années à faire pour devenir un véritable bijoutier. François, lui, par contre, a déjà fini. Aujourd'hui, il a une clientèle à qui il offre toute une gamme de bijoux, bracelets et accessoires. Tous les jours, François cherche à être plus créatif. Il est surtout heureux d'avoir bénéficié d'une formation. Je leur demande de venir faire un peu la bijouterie. Ils verront qu'on n'a rien à envier aux autres. Même le cadre supérieur, on n'a pas à l'envier. Aujourd'hui, je suis un opérateur économique. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, j'invite mes jeunes frères qui veulent devenir opérateurs économiques de suivre au moins une formation. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes et IBMA a une capacité d'accueil de 90 élèves. Elle délivre le certificat d'aptitude professionnelle CAP, préparé en 3 ans par les jeunes de niveau 5e. C'est l'équivalent du BEPC. L'IBMA fait l'enseignement des stagiaires, mais aussi nous faisons la production et la vente
de nos produits. Après le CAP, pour le moment, nous n'avons pas de cycle supérieur, mais nous sommes en train de penser à remédier à ce malaise. Au cours de l'année 2012-2013, l'école a formé 47 élèves. 2013-2014, 43 élèves. Et 2014-2015, 41 stagiaires en formation. 12 ex-pensionnaires exercent déjà en entreprise et 10 sont installés à leur propre compte. Des chiffres bas, pourtant l'école existe depuis 1972. Je sais que les autres métiers, j'ai entendu parler, mais école de bijouterie, je n'ai jamais entendu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où c'est situé. Alors, si je peux connaître, moi ça m'arrangerait parce que j'ai des frères aussi qui peuvent participer à ce métier. Déjà, l'État a fait beaucoup d'efforts parce que les écoles existent, mais le grand public n'est pas au courant que ces écoles existent. Donc, il faut les promouvoir. Le concours d'entrée à l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes et IBMA est organisé par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Tout un village sous le choc, des toits arrachés, des habitations entièrement détruites, des poteaux électriques endommagés, des populations forcées à dormir à la belle étoile. Bref, le vent qui a soufflé dans l'après-midi du samedi 25 avril dernier sur le village de Bandiaï, situé dans la sous-préfecture de Bédiala, dans le département de Daloa, n'a rien épargné sur son passage. Environ de 16h, 15h comme ça, le vent est venu un coup prendre nos maisons. Et j'étais dedans avec mes enfants. Avec ma femme, mettons au nombre de 6 personnes dedans. Et c'est tombé sur nous. Bon, Dieu a fait que Dieu nous a aidé beaucoup. J'ai pris mes enfants à aller en brousse. Aller se coucher en brousse. Et tout le vent est passé. Pas de pertes en vie humaine, mais plusieurs dizaines de blessés dont des cas graves ont été évacués au CHR de Daloa. Alors que les examens en grand tirage approchent, l'école du village qui est un centre d'examen, hélas, n'a pas échappé à la colère de la tornade. Sans abri et sans électricité, les 8000 âmes de ce village, situé à 48 km de Daloa, sont dans le désarroi. Les regards sont donc tournés vers les autorités compétentes, notamment le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Déjà, ils ont reçu le soutien du sous-préfet de Bédiala et de Michel Quin, cadre de la région. Rideau sur la 8e édition du Festival international des musiques urbaines d'Anoumabou FEMUA. Fally Ipupa, artiste congolais très attendu à la clôture de ce festival, a su donner de l'émotion à ses nombreux fans au complexe sportif de Koumassi. Cris de joie, pas de danse et reprise en chœur des morceaux ont rythmé la communion entre la star et son public. Le FEMUA 8 est vraiment gigantesque. C'est une bonne ambiance. Vous-même vous le constatez, hein? On est en mouvement, tout le monde danse. Sur 5 jours, le festival a mobilisé plus de 100 000 spectateurs par jour selon Assalfo. Il scrute l'horizon avec optimisme. Un FEMUA qui a répondu à toutes les attentes et nous en sommes fiers. Nous avons dépassé les 100 000 personnes attendues par jour au FEMUA. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, que ce soit à Noumambo ou à Koumassi, vous entendez tout le monde chanter, c'est la folie. Pour les autorités, le FEMUA a été des moments intenses de cohésion et d'entente pour les populations. Elle salue pour cela l'initiative du groupe Magic System. Koumassi est une commune cosmopolite où l'intégration se vit au quotidien. Et nous avons pensé que c'était l'occasion de permettre à nos populations de s'éclater un peu après les moments difficiles que nous avons connus. Je note que cette 8e édition est une grande réussite, vu la mobilisation de tous ces jeunes venant à la rencontre des artistes. Bravo à Salfo. Nous sommes très heureux d'être là pour encourager cette jeunesse. Aujourd'hui, Assalfo est un grand capitaine pour la culture. Au niveau du programme national de cohésion sociale, c'est ce que nous souhaitons, faire en sorte qu'il n'y ait pas de division, il n'y ait pas de distinction de groupes ethniques, de partis politiques, de religions. On parle Côte d'Ivoire et avec Magic System, on parle Côte d'Ivoire. Le FEMUA, c'est aussi des actions sociales. Cette année, il est prévu la construction d'une école primaire à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'où la satisfaction du maire de la ville. Aujourd'hui, nous, population de Bangolo, nous faisons des prières, adressons des prières au Seigneur pour que ce groupe aille encore davantage de l'avant. Le FEMUA a mobilisé 13 artistes d'ici et d'ailleurs sur les scènes d'Anoumabou, de Koumassi et de l'Institut français.
Omar el-Béchir réélu pour 5 ans comme président du Soudan. Omar el-Béchir, qui dirige le pays depuis un quart de siècle, a remporté l'élection avec plus de 94% des voix dès le premier tour. Une élection boycottée par l'opposition qui estimait que les conditions n'étaient pas réunies pour un scrutin libre. Le président actuel est réclamé par la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour. La piste n'a pas dû changer beaucoup depuis l'arrivée de Che Guevara. En avril 1965, le jeune Congo indépendant est en pleine guerre civile. Les Américains soutiennent le général Mobutu, chef des armées, et le voient comme un rempart contre l'influence soviétique. Guevara, envoyé par Fidel Castro, veut faire du Congo une plateforme pour la guerre révolutionnaire en Afrique. Floribert Milimba se souvient. Nous avons vu un blanc débarquer. On a demandé d'où il venait et on nous a dit que ce blanc était là pour nous aider. Son pays devait nous envoyer du renfort et des munitions pour faire la guerre. Fizi, sur les hauteurs du sud Kivu. Che Guevara est passé ici il y a 50 ans et a vu ses anciens bâtiments coloniaux belges, aujourd'hui utilisés par l'administration congolaise. Tabou Aziza faisait partie des rebelles. La vie dans leur camp était difficile. Au camp, on pouvait se partager un épi de maïs à 10 personnes. Manger, c'était difficile. On mangeait même des racines qu'on ne connaissait pas. Parfois, elles étaient amères, mais on les mangeait. L'arrivée de Che Guevara donne de l'espoir aux rebelles. Mais le guerriero argentin désespère rapidement de ses camarades de combat. Il trouve des hommes qui ne savent pas tirer et s'intéressent plus aux filles et à l'alcool qu'à la révolution. Son aventure congolaise prend fin au bout de 7 mois. Il a décidé de partir lorsqu'il a constaté que nous sommes passés à côté des idéaux révolutionnaires. Et là, il a trouvé inutile de continuer de rester avec des gens qui ne respectent pas les normes de la révolution. C'est pour ça qu'il est parti. Les Cubains partent le 21 novembre 1965. 3 jours plus tard, le général Mobutu prend le pouvoir à Kinshasa. Che Guevara sera tué 2 ans plus tard en Bolivie. S'il revenait à Baraka, le guerriero reconnaîtrait la même pauvreté généralisée qu'il notait dans son journal. Anna Binti Chabani a rencontré le Che au maquis, mais elle ne sait pas qu'il est mort. Si vous pouviez nous la ramener, même si Kabila Père n'est plus là, ramenez-nous Che Guevara. Nous allons marcher à la suite de ses idées jusqu'à ce que le Congo soit debout et qu'il y ait la paix. Guevara quitte le Congo avec un puissant sentiment d'échec, mais 32 ans plus tard, Laurent Désiré Kabila chassera Mobutu du pouvoir. 8 millions de personnes affectées par le séisme au Népal, des réfugiés qui tentent de fuir Katmandou, aux familles sans nourriture. Les habitants de ce pays très pauvre sont frappés de plein fouet. Les secouristes tentent de rejoindre les régions les plus reculées, retardées par les routes coupées. L'aide afflue du monde entier après le tremblement de terre qui a fait plus de 4300 morts. Baltimore à feu et à sang après les funérailles de Freddie Gray, un jeune noir décédé après une arrestation musclée. Des lycéens ont commencé à lancer des projectiles en direction de la police et plusieurs supermarchés ont été pillés. Les autorités débordées ont dû appeler en renfort des milliers de policiers de la région ainsi que des soldats. Un couvre-feu est instauré pour 1 semaine.